Bonjour Wal, je suis vraiment ravi qu'on ait l'occasion de pouvoir vous écouter aujourd'hui. En 2000, vous avez créé une société, un petit studio de développement qui s'appelle Frogwares. Vous avez fêté donc vos 25 ans cette année, si je ne suis pas trop mauvais en maths. Autant de jeux qui ont cette particularité, je trouve, dans le champ des sociétés qui développent des jeux vidéo, de s'inspirer majoritairement de la littérature. Vous êtes passé par Conan Doyle, évidemment, avec toute la série des Sherlock Holmes, une dizaine de jeux, je crois. Jules Verne, avec Tour du monde en 80 jours et Voyage au centre de la Terre. Bram Stoker, et puis évidemment Lovecraft. Donc, ce qui explique votre présence aujourd'hui. Je passe une petite démo, même peine que pour Hubert Chardot hier, histoire que tout le monde ait un petit peu l'image des jeux en tête, et puis ensuite on discutera. Here is the famous curse of the Kayakisa mummy. An extraordinary affair. Sherlock Holmes and I were attending a gala party. Ladies and gentlemen, let me thank you all for attending this special reception. In fact, this moment is a turning point for many people. The police? Already? How did you know? May we see the Bishop of Knightsbridge? Yes. Yes, of course. But come in. Holmes! Holmes, will you stop that? Stop, Holmes! Ah, what? Is that you? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for vases. Lestrade, what is it this time? You can see me. So, what is it, Holmes? It appears to be... There's someone there. Doing it. I didn't kill anyone. Father! Caitlin! It's your worst. Did you sleep well, Kate? Very well, thank you, Father. My name is Miss Alice de Bouvier. I think she likes you. I'm Mr. Holmes' new neighbour. Hello, Mr. Holmes. Hey, what's the matter? You were responsible for the death. Sherry, we've almost arrived at Cordona. Travelling all this way simply to visit a grave? Even if it is my mother's. You have so much potential. So much to offer society. Was all of this worth it? You never once thought to tell me. How dare you? Don't have to do this. Don't have to go through it. My mother, she's not just ill. Shirley, come here, darling. It was lies upon lies. You are throwing your life away in an act of moralistic vanity. Voilà, cette petite
revu. Alors, j'ai occulté les jeux Lovecraftiens, on y reviendra juste après. Euh, Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivé là-dedans, dans le monde du jeu vidéo, et ce qui vous a donné envie de créer un studio basé à Kiev, en Ukraine, et puis surtout comment vous êtes entré dans cette ornière littéraire? Oui, l'ennui, hein, essentiellement. Euh, j'ai commencé ma carrière comme militaire à 18 ans. Et puis j'ai fini à 24. Et c'est vrai qu'après, je ne savais pas trop quoi faire, quoi. Donc on a créé ce studio en sachant pas trop comment ça allait marcher. Puis bon, finalement, ça a pas mal marché, quoi. On n'avait pas travaillé dans le jeu vidéo, on venait pas de ces sociétés qui étaient connues, on n'avait pas de relations là-dedans. Et donc on a commencé tout petit là. Bon, on a quand même les yeux qui piquent là quand on regarde le mystère de la momie qui fête ses 23 ans. Et puis derrière ça, le fait de prendre des œuvres littéraires, c'est d'une certaine manière, c'est quelque chose d'assez simple puisque ce sont des licences libres de droit. Donc c'est facile de commencer là-dessus, d'un point de vue, on va dire, strictement pécunier. Mais c'est surtout la possibilité d'entrer dans des univers qui ont été déjà traités par différents médias et sur lesquels on peut à nouveau construire. Moi, j'aime beaucoup les covers de musique. J'aime beaucoup les autres interprétations de chansons, par exemple. Je trouve que c'est vraiment super. Et quelque part, avec les jeux, on avait la possibilité d'utiliser le média, qui est particulier, qui était assez neuf, en tout cas il y a 20 ans, quoi, assez peu connu, assez peu compréhensible pour beaucoup, et d'inventer une manière de rentrer dans ces univers-là via ce média-là. Et c'était un terrain qui était assez large. Et ça permet d'amener un univers à une audience qui la connaît pas forcément. Après, bon, c'est pas si simple parce que c'est quand même des produits, il faut que ça se vende, ça doit se packager, ça doit se mettre en magasin, et il y a toute une série d'intermédiaires, plus ou moins analphabètes au milieu qui vous disent, j'ai eu ça très régulièrement au début, hein, moi je ne sais pas qui est Sherlock Holmes, je pense pas que mes enfants, je pense pas que mes enfants savent qui est Sherlock Holmes, donc j'en prendrai 5, et puis peut-être que si ça marche, j'en prendrai 6. Enfin bon, voilà, des trucs comme ça. Et ça nous a permis de commencer, on va dire, doucement, sans, en misant tout ce qu'on avait à chaque fois, mais comme on n'avait pas beaucoup, on pouvait rentrer dans des petits jeux. Le côté littéraire aussi, ça permet aussi de donner un avantage, je dirais, aux gens qui s'intéressent à la littérature un peu comme nous, de pouvoir rentrer dans ce média qui est quand même un média plutôt d'action, plutôt de mécanique rapide, un peu par une porte de côté, et puis s'y installer quand même, quoi. Donc c'était bien, on arrivait à faire matcher le fait qu'on était des gens qui étaient indépendants, qu'on doit faire avec des circuits de distribution qui sont un peu compliqués, et puis des moyens qui étaient limités, puis un goût, une appétence évidemment pour les œuvres littéraires. Ouais. Est-ce que ça, parce que au travers des jeux Sherlock Holmes, notamment, ce qui est intéressant sur 10 jeux, c'est qu'on voit bien les progressions, alors aussi bien d'un point de vue ludique, mais aussi du personnage. Est-ce que du coup la matière littéraire de base, vu qu'elle n'est pas forcément attachée à des images, est-ce que ça vous donne plus de latitude aussi en tant que créateur de jeux vidéo pour jouer avec le personnage, c'est-à-dire le personnifier de manière différente, voire le représenter, et représenter ces univers de manière différente? Ça vous donne plus de l'écoute des franches? Un travail, comme cela, le premier jeu, le mystère de la momie, je pense qu'on le fait en 8-9 mois. Le dernier, Sherlock Holmes Chapter 1, je pense que c'est plutôt 3 ans. Et entre-temps, on a fait des jeux sur 1 an,
À chaque fois, c'est multifactoriel. Déjà, on risque tout à chaque jeu. Donc, on risque de se planter et puis voilà, tout s'arrêtera là. On décide de changer les moteurs graphiques ou pas. On décide de changer le personnage ou pas. On décide d'essayer de changer certaines mécaniques ou pas. Et donc, on décide, donc, comme je l'ai dit plusieurs fois, dans nos premiers jeux, on suit Sherlock Holmes. Donc, Sherlock Holmes Silver Earring, c'est Sherlock Holmes qui n'arrête pas de se foutre de Watson et qui lui dit alors, vous en pensez quoi, et puis au final, on finit avec les derniers jeux, comme Chapter 1 et puis avant ça, Crimes and Punishment, où on permet aux joueurs d'être Sherlock Holmes, de le devenir. Je pense que les premiers jeux sont beaucoup plus traditionnels et même dans leur conception, il y a beaucoup plus d'hommes dans le cast, on n'est pas le héros, on le suit. Et puis, dans les derniers, on devient le héros et on peut se planter, on a le droit à l'erreur. Quelque part, un peu en trahissant, du coup, la licence. Mais ouais, ces évolutions-là, elles sont... Il n'y a pas de deux productions qui sont identiques. Donc, à chaque fois, c'est un grand... on remet tout à zéro, à peu près, à chaque jeu. Ouais. Ok. Donc vous êtes basé à Kiev, en Ukraine. Donc évidemment, j'imagine que ça n'est pas sans incidence sur la manière dont le travail se déroule depuis 2022. Le premier écran qu'on voit lorsqu'on lance votre dernier jeu sorti, donc Sherlock Holmes Awakened, c'est celui-là. Ouais. Du coup, est-ce que ça vous est possible de nous parler un petit peu de vos conditions de travail actuelles? Comment ça se passe depuis l'invasion russe donc, en 2022? Bon, déjà, la guerre, elle a commencé en 2014. Et notre premier jeu qui s'est retrouvé banni en Russie, c'était Crimes and Punishment. Puisque il y avait un écran un peu similaire à celui-là à l'entrée du jeu, et donc les Russes ont dit non, c'est pas possible. Bien que ce soit une affaire complètement ukrainienne, la guerre de 2014, en tout cas pour les Russes, en ce moment-là, 2014. Maïdan, ouais, pas Maïdan, non, l'invasion, enfin la saisie de la Crimée et l'invasion du Donbass. Parce que ça, c'est la guerre. Maïdan, c'est pas la guerre, c'est une révolution. Donc, on en est un peu à notre 11e anniversaire, entre guillemets. 2022, évidemment, c'est autre chose. Et puis, la surprise est quand même assez grande, même pour nous. Au tout début, en fait, bon, comme il y a eu le Covid, on est passé au travail à la maison dès début 2020, je pense, comme tout le monde. Parce que jusque-là, vous aviez vos studios à Kiev. Mais oui, on a toujours nos studios, sauf qu'il y a en fait personne qui y va. Et on pensait peut-être revenir un peu dans les locaux fin 2021. Et puis la guerre a commencé en février 2022, enfin l'invasion massive. Et donc on n'est pas revenu. Et donc on est restés tous à la maison, entre guillemets, quoi. À partir de là, on s'est mis en place un peu des moments de survie. Tout au début, s'est posé la question évidemment d'arrêter complètement. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous étiez dans la production? Non, Chapter 1 était sorti. On était dans la production d'un Sinking City 2 qui était quand même assez gros. Et qu'on a dû arrêter, en fait. Et donc, on l'a mis en pause. Et on a décidé de continuer, puisqu'il y a une équation qui est assez simple. Si on arrête de faire les jeux, les gens qui travaillent avec nous vont arrêter de recevoir des compensations. Et donc ils vont se retrouver sans occupation. Il y a une partie d'entre eux qui retrouveront probablement quoi faire quelque chose, mais pas tout le monde. Et c'est important, compte tenu de notre structure, que ces gens-là continuent à être compensés pour supporter eux-mêmes, leur famille et puis l'armée.
puisque finalement c'est un peu ça le nerf de la guerre. On ne peut pas vraiment faire la guerre sans le soutien du peuple. Donc on décide à ce moment-là de faire un jeu qui est beaucoup plus court, sur un an, ce qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps. Et pour y arriver, on fait un remake en fait d'un jeu de 2006 que vous avez là, la Nuit des Sacrifiés. C'était l'époque où on traduisait encore les titres de jeu, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et on le refait à la sauce 2022-2023 avec des nouveaux graphismes. On garde globalement toute l'histoire, donc on s'économise quand même un travail assez important. Et puis on le refait, puis on change le gameplay. Voilà, et on fait pendant un an ce jeu tout en essayant de manager la nouvelle normalité pour nous. En termes de méthode de travail, en termes de gestion de plein de choses qu'on ne savait plus faire, quoi. C'est quoi concrètement cette nouvelle normalité pour vous? Je sais pas. Bon, c'est très prosaïque. Vous avez un bombardement massif, donc la journée d'après, tout le monde ne sera pas au travail. Il y a des gens qui vont passer leur nuit dans des abris. Il y a des dégâts, et donc la production étant un groupe de 50, 60, 100 personnes qui essayent d'aligner les étoiles au quotidien chacun. Déjà en temps de paix, c'est quand même pas mal le bordel. Là, ça devient compliqué, puisque c'est un travail de création en commun, où chacun arrive avec ses propres points de vue et puis ses propres spécificités, ses propres spécialités. Je crois que dans le studio, on a un peu plus de 20 spécialités différentes. Donc ce n'était pas du tout le cas quand on a commencé, mais aujourd'hui, c'est ce que c'est. Et vous êtes combien? Une centaine. Oui. Et tous en Ukraine? Pas tous, mais plus de 90%, ouais. Et donc, le challenge humain d'arriver à s'accorder tout le temps sur des dizaines de décisions à faire et qu'elles soient les plus intéressantes possibles, c'est le plus gros challenge, en fait, au quotidien. Et il faut pouvoir regarder à peu près dans le même sens. Donc, il faut être relativement stress-free, comme on dit en Amérique. Et là, c'est pas la meilleure situation, ouais. Oui, j'imagine. Ouais. Je précise que les photos qui sont là, c'est les photos que vous m'aviez données. Enfin, voilà. Vous m'aviez fourni. Ouais, ça c'était un de nos bonhommes, là, à côté d'un centre commercial en bordure de Kiev. Et il s'était fait taper sa fenêtre. À côté... ça, c'est notre ingénieur du son, là, qui regarde, je ne sais plus dans quel quartier c'est. Oui. Pas bon. Ça donne une idée du quotidien, de cette nouvelle normalité, ouais. Comme vous en parliez. Ouais. Oui, et puis bon, qui s'arrange pas. Donc, on passe un peu aussi par toutes les phases de... ça va aller, non, ça va pas aller. Et puis bon, c'est aussi bien d'être en groupe, je pense, de se tenir les uns les autres un peu moralement, parce que l'isolement, la désinformation joue des rôles très très importants. On le voit même dans des pays quand même choupi comme la France, à quel point la désinformation est à l'œuvre. Avec la guerre, c'est encore plus fort, quoi. Donc c'est bien de pouvoir un peu se raccrocher aux branches et puis avoir cette espèce de de layer de stabilité. En plus, en faisant maintenant un jeu Lovecraftien, c'est un peu le paradoxe, mais on est censé croire qu'on est tous crazy et qu'on a tous des problèmes d'insanité. Et là, au contraire, c'est notre couche de stabilité.
Donc en 2023, Sherlock Holmes Awakens, donc le Ouais. remake de La Nuit des Sacrifiés, sort. C'est ça, il sort, on fait une campagne Kickstarter un peu au milieu, parce que c'est un truc qui nous grattait depuis longtemps. Et puis on se dit, tentons-le, on va bien voir ce que ça va donner. Et ça se passe pas mal en fait. Et c'est une bonne chose parce que depuis qu'on a commencé à faire des jeux, c'est vrai que ce qui nous a le plus manqué, en particulier les 10 ou 12 premières années, c'était d'être en contact avec les joueurs. Et il faut se souvenir que dans le retail, quand on faisait des boîtes, alors il fallait finir le jeu, puis après en faire un master, que ce master soit répliqué, qu'il soit mis dans des boîtes, que ces boîtes aillent dans les magasins. Hubert a expliqué ça très bien hier, qu'en gros, pour finir à Noël, il fallait que ça soit prêt avant la bière de mars Avant ou le la déjeuner Saint-Valentin nouveau, de oui. l'année d'avant. Et en fait, quand le jeu sortait, nous, on était déjà assez profondément dans la prochaine production. Ouais, parce qu'il faut peut-être préciser que sur ces 25 années, après être passé par différents éditeurs, vous avez repris, entre guillemets, votre indépendance, Frogwares, Mm. et que, bon, peut-être maintenant le marché du dématérialisé et des grandes plateformes de dématérialisé facilitent la chose, mais maintenant vous êtes autonome, en tout cas. Bon, en fait, on a toujours été autonome puisqu'on a toujours payé Ok. pour tous nos jeux. Et on était obligé de passer par des intermédiaires de marché parce que c'est comme ça que le marché s'était construit. On n'a fait que enlever ces intermédiaires-là. Mais évidemment, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait sans quelques à-coups. Ouais. Mais on avait toujours, on n'a jamais fait de jeu de commande, on n'a jamais fait de jeu où on nous disait quoi faire et comment. Enfin, les pauvres, ils n'auraient pas pu de toute façon. Du coup, on a juste remis cet état de fait, quoi, en gros. Ok. Mm. Votre première incursion, parlons de Lovecraft maintenant. La première incursion avec Lovecraft, c'était la rencontre entre Sherlock Holmes donc, et dans La Nuit des Sacrifiés. Euh, En 2014, vous commencez à bosser sur un nouveau projet, Ouais. Call of Cthulhu, cette Ouais. fois-ci licencié, officiel, tout ça. Enfin, je pense que c'était déjà Ouais. vu avec Chaosium. Ouais. Un projet qui finalement ne verra pas le jour et qui sera récupéré par un autre studio. Ouais. Alors, il en manque un là, il manque Mag Runner. Alors, c'est un jeu qu'on a fait en 2013, qui n'est pas très connu, qui est assez bon, mais vraiment pas connu. Ok. Et qui est très très Lovecraftien. On avait fait des Migo, un Dark Young dedans. C'est un puzzler un peu comme Portal, Ok. avec des aimants, et c'était pas mal du tout. Et oui, ce jeu Call of Cthulhu, on avait commencé à le faire. Et le meilleur souvenir que je garde de ça, c'était la collaboration avec Penelope Love et Mark Morrison, qui sont des auteurs de Chaosium, qui sont en Australie. Et pour le coup, j'avais eu une bonne descente nostalgique des années 80, puisque voilà, c'est des gens qui... déjà, ce sont des universitaires, hein, donc ils étaient complètement dans leur sujet, à leur manière. Alors c'était une histoire avec des personnages, je trouve, très intéressants. Mais bon, au final, ça s'est pas fait. Et je crois pas que le studio qui ait fait le truc après ait pris cette histoire-là du tout. C'était pas du tout la même chose, je crois. Ouais. Bah, je sais pas, mais. Non, oui, non, en fait, oui, non. Voilà, c'était pas du tout la même chose. Ça Ok. n'avait rien à voir. Ok, Ouais. ok. Ouais. Mais ça s'est pas fait. Enfin, ça s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Ça marche. Bon, je passe rapidement à Sinking City. Alors, je ne peux pas m'empêcher de. C'est le petit trailer parce que je l'adore.
Alors, Sinking City, c'est probablement le jeu le plus core Lovecraft, Call of Cthulhu possible et ambitieux qu'on ait eu, en tout cas à cette époque-là, un open world sur toute une ville Oakmont, donc coupée du reste par une montée des eaux. Des mécaniques d'enquête, des mécaniques d'action, etc. C'est un projet qui est né des suites des restes de Call of Cthulhu ou c'est vraiment totalement indépendant? Ah non, non, c'était absolument pas en rapport avec le Call of Cthulhu, non. Je pense que le projet Call of Cthulhu, c'était quelque chose d'assez classique pour nous. Voilà, aventure, mystère, exploration. Mais non, non. Non, là, c'était moi, j'avais vraiment envie de créer une ville et euh, de lier l'urbanisme, c'est un gros mot, hein, mais de réfléchir à comment on crée une ville et qu'on se sente dans une ville. Parce que d'habitude, bon, après là, c'est pas forcément votre rayon, mais quand on crée des trucs dans les jeux vidéo, on a tendance à partir des détails, une table, une chaise, un câble, puis on assemble ça, et une ville, il faut vraiment faire ça complètement à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à un plan, à faire l'histoire de cette ville, comment elle s'est bâtie, pardon, qu'est-ce que c'était à la base, la grande rue, qu'est-ce qui reste, etc. Parce qu'une ville, ça se construit par-dessus soi-même, et à moins qu'on la rase et qu'on la refasse, en fait, on se retrouve avec ces couches qui sont superposées. Et je crois que j'avais passé 1 an et quelques à apprendre, à découvrir ça, et puis à réfléchir comment le faire dans un jeu vidéo qui rentre dans un programme qui puisse être joué sur une PlayStation. Alors, on n'était pas du tout les premiers à faire des villes, hein, loin de là, hein. Mais pour des studios de notre taille qui étaient assez modestes, quoi, c'était assez nouveau. Et donc, on avait créé un éditeur de ville où on pouvait tracer des trucs. On avait bossé avec des architectes qui en fait étaient dans l'équipe, hein, mais qui avaient une expérience et une vision d'architecte, qui savent gérer des ensembles, qui savent comprendre des ensembles, ce qui n'était absolument pas le cas de gens qui font de la modélisation 3D ou qui réfléchissent à un lieu, une pièce, un environnement. Qui ont envie de le rendre joli, mais... Et Oui, et pas en fait, une forcément, succession de maisons ne fait pas une rue, une succession de rues ne fait pas du tout une ville. Ça se voit d'ailleurs dans pas mal de jeux où vraiment le tissu urbain est complètement flingué. Et là, on voulait faire ça. Et j'ai passé, je pense, 1 an et quelques, en 2015-16, à travailler là-dessus. Et puis à commencer à faire des outils donc, pour faire ça et à pouvoir prototyper ça. Et c'est vrai que là, on parlait, je pense que j'aurais jamais pu faire ça là maintenant parce qu'il y avait, je pense qu'il n'y avait pas 5 personnes dans le studio qui y croyaient, quoi, en fait. On a tendance à... Qui vous croyez en capacité de réaliser Oui, un open world, parce qu'en fait, tant que la solution n'est pas là, on a tendance à être très sceptique. La production, on passe beaucoup de temps à se planter comme des grosses bouses. Donc c'est vrai que ça booste pas trop la confiance en soi en général, puisque on arrive, on est là, ouais, regarde, et au bout de la 13e fois, on finit par se dire, je vais peut-être fermer ma gueule, ce qui est dommage en fait, hein, puisqu'on est obligé de passer par l'échec pour pouvoir réussir. Et ouais, ça m'a pris 1 an et demi, et puis même quand on arrive à la fin du jeu, il y a quand même des mecs qui m'ont dit, ouais, mais non. Et je pense que c'est comme ça quand on essaie de s'affranchir des choses. Et puis ce qui m'intéressait dans ce côté urbain, c'était de se dire, on a un protagoniste qui, on va dire, classique Lovecraftien, donc il ne sait pas trop pourquoi il est là, il ne sait pas trop ce qu'il fait, il a des visions qui l'assaillent, et on se retrouve un peu en capacité de découvrir et de s'approprier le lieu, bien qu'il reste en permanence hostile, et qu'on finisse par se pénétrer. Donc c'est un jeu, par exemple, où contrairement à pas mal de jeux
d'Ubisofterie, où on dit tu dois aller là, et c'est des jeux qui sont très bien faits, attention, hein, il n'y a pas d'ailleurs de comparaison, mais pour ces mécaniques, nous on avait mis des noms de rues, et on disait toutes les adresses, et ce lieu se trouve au croisement de telle rue et telle rue. Et donc tout ça pour pousser les gens, à pousser les joueurs à regarder la carte, placer un marqueur par eux-mêmes et s'approprier la ville. Ce qui, bien sûr, me valait la détestation de tout un tas de gens dans l'équipe qui disaient mais papy, regarde, on a Google, personne ne fait ça aujourd'hui. Et moi, je leur disais, je vous emmerde. Et puis, Quelle indignité. ouais, quelle indignité. Je dis, mais vous avez besoin d'apprendre à connaître les cartes. Mais oui, les enfants. Et oui, les enfants. Mais c'était un choix jusqu'à ce qu'on finisse par aimer la ville, en fait, à la connaître. Et on a de très, très rares cas de gens qui me donnent raison en disant je suis allé à tel endroit et qui vont faire des photos et qui se font des excursions et des trips dans la ville, ce qui est... Ah bah non, je crois qu'indiscutablement, ce qui est le plus fascinant dans Sinking City, c'est justement la ville, enfin, je veux dire, son ambiance, sa construction, et effectivement le fait qu'on est obligé d'errer, de s'y abandonner un petit peu pour comprendre son fonctionnement. Ça... C'est vrai. Bon, après, il y a plein de mécaniques qui sont quand même bien foireuses par ailleurs, et c'était quelque chose de très, très ambitieux, donc c'était un bon brouillon, mais comme c'est Lovecraftien, c'est pas grave si c'est un peu pourri. C'est une des mécaniques qui rend Lovecraft facile à adapter. Je dis ça pour me faciliter le bilan de ma vie quand je vais me coucher. Dans tous les jeux Sherlock Holmes, donc comme on le rappelait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu une progression de personnages, une progression visuelle évidemment, technique, mais aussi des progressions de game design évidemment. Et pour moi, il y a eu un petit point culminant parmi vos jeux qui était Crime and Punishment, qui est sorti en 2014. Et qui avait ça d'intéressant, que ça interrogeait un peu le personnage omnipotent et presque déifié de Sherlock Holmes, qui avait la vérité divine, en nous mettant à la place de Sherlock Holmes et en nous obligeant de faire des choix moraux. Et c'est quelque chose qu'on retrouve quelque part dans Sinking City, notamment par le fait que cette ville, Oakmont, elle est peuplée par différents types de populations. Alors évidemment, très marqués. Enfin, il y a vraiment des êtres humains très classiques. Il y a des faciès, alors j'ai plus les noms des personnages. Il y en a aux apparences simiesques et puis d'autres aux apparences de profonds. Mais pour vous, ça a été l'occasion aussi un petit peu de jouer avec ce qui me semblait être... comment dire, les choses qu'on pourrait éventuellement aujourd'hui, en 2025, reprocher à Lovecraft, qui sont les questions du racisme, de l'aliénation, etc. Tout à l'heure, Bénédicte disait avec grande raison que Lovecraft avait, dans le jeu vidéo, avait généré tout un tas de mécaniques, mais il y a aussi des thématiques, évidemment. Genre au nom de la race, c'est ça que... on a pris le parti pris dans ce jeu de dire, voilà, on a des hybrides avec des demi-têtes de poissons, où on a les Frog Mountain, où le grand-père est allé en Afrique équatoriale et il a rencontré une dame singe qui était vraiment très attirante et qui a fini par donner sa lignée. D'ailleurs, ça vient de Penelope Love, ça. Mais c'est canonique, hein, puisque c'est une des histoires de Lovecraft. On a pris ce parti-là pour que le mystère soit... qu'on puisse parler du mystère de la ville, de ce qui se passe dans la ville, directement. Sinon, on aurait passé du temps à intégrer le fait qu'il y ait des créatures qui soient pas tout à fait humaines. Et ça nous a été reproché, d'ailleurs, en disant Lovecraft, c'est pas ça. Quand on travaille des licences, on a sans arrêt une horde même de littéraire. Même littéraire, on a une horde de gens qui disent Sherlock Holmes, c'est pas ça, Watson, c'est pas ça, Mrs. Hudson, elle passe pas du tout le balai comme ça. Et pour Lovecraft, ben, c'est un peu pareil, c'est secret, ça doit pas être... Alors bon, et c'est vrai, j'encourage vraiment tous ces gens-là à faire leur propre truc, parce que ce serait bien qu'ils nous montrent. Mais
Là, je voulais qu'on puisse parler en fait de ces histoires de races, d'immigrés. Donc, ce jeu-là, on le crée à partir de 2015 et le Donbass est envahi. On a toute une partie des gens du Donbass qui viennent donc à l'ouest de l'Ukraine. Et il y a des espèces de sentiments contradictoires dans la société, avec des gens à l'ouest de l'Ukraine qui se considèrent parfois comme les seuls vrais Ukrainiens qui ont résisté au pouvoir soviétique, les gens de Kiev qui sont plus dans on va dire, dans l'appareil politique et administratif, et puis les gens du Donbass qui se perçoivent et qui pensent être perçus finalement un peu comme des étrangers dans leur propre pays. Je pense que ce sont des choses qui arrivent dans tous les pays qui sont un petit peu grands. Il y a peut-être eu, je ne sais pas, des situations similaires avec les Alsaciens et les Lorrains dans l'entre-deux-guerres, et on a un peu ce côté-là avec ces espèces d'immigrés intérieurs, quoi, ou d'émigrés intérieurs. Où on avait envie de parler un peu de ça, et puis ça nous donnait l'occasion de mettre en avant ces personnages d'une manière qui soit différente, et qu'on parle plus de la ville que du mystère de quelques-uns à découvrir des identités cachées. On voulait que ce soit lié par quelque chose de plus gros. Voilà, donc on est passé par là, et ça a amené pas mal de controverses, parce que c'est le moment où Trump 1 est arrivé au pouvoir avec un débat racial qui est reparti à fond la caisse aux États-Unis. C'est pas quelque chose qu'on percevait particulièrement en Ukraine, où il n'y a pas réellement ces questions d'historique de l'esclavage racial ou d'immigration, et où la vision est très parcellaire par rapport à ça. Et les Américains avec lesquels on travaille par exemple pour la traduction, ils avaient les poils hérissés. Il y a un premier groupe qui a d'ailleurs arrêté de traduire le jeu parce qu'ils disaient on ne peut pas avoir notre nom associé à ce jeu, on risque gros, quoi. Mais par le fait qu'il y ait des représentations du Ku Klux Klan ou des choses comme ça. Oui, c'est ça, on a mis le Ku Klux Klan. Bon. Parce que c'est pas politiquement correct. Non, mais alors je pense que je suis largement incompétent sur le sujet, parce que d'un côté, je vois un film des frères Cohen, je crois que c'est O Brother, où ça dézingue du mec du Ku Klux Klan à tir-larigot, et il y en a un autre aussi. Oui, ou chez Tarantino. Oui, ou chez Tarantino, où ça a l'air quand même d'être quelque chose de plutôt... Enfin, on n'a pas, on n'a pas de mal à leur botter le cul, entre guillemets. Mais là, je ne sais pas, peut-être qu'on leur bottait pas assez le cul. Peut-être que le jeu vidéo ne devrait pas être politique, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que Call of Duty, qui n'est pas politique. Des jeux vidéo. Exactement. J'attends impatiemment qu'on fasse un jeu sur la guerre d'Algérie. C'est bien que ça te fasse lever les yeux, parce que les Américains, eux, ils n'ont aucun problème avec ça. Ouais. Oui, non, bien sûr. Une autre... Allez, je passe la bande-annonce aussi. There's nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. There is evil. Strangeness and savagery like I have never seen. Something otherworldly festering in the dark beyond our reach. Every fiber of the earth, every molecule reverberates in anticipation of the awakening. The fire of madness rises in our throats, just as our master rises alone. Maybe your god is unstoppable, but you are merely a man. And I know how to stop you. The abyss calls for me, Mr. Holmes, as it does for you. The final problem approaches, and you too shall fall.
real. All of it is. It's real. Donc Sherlock Holmes Awakened, le fameux qui est sorti en 2023. En règle générale, dans les jeux vidéo, le but c'est de devenir de plus en plus puissant. Mais il y a quand même quelque chose d'assez spécifique au héros ou à l'anti-héros, on l'appelle comme on veut, Lovecraftien, c'est qu'en règle générale, plus on avance dans l'histoire et moins ça va fort. Et ça, c'est une mécanique ludique. C'est une mécanique ludique à exploiter quand on veut adapter du Lovecraft. Ludique, je suis pas sûr. Ça se Narrative, ressent ouais. à travers le gameplay. Ça rejoint un peu ce dont on Non, parlait tout à l'heure sur la... non, je suis vraiment pas bon à faire des réponses en 10 mots. C'est pas grave, on peut en faire. Faire un jeu comme ça, on doit réfléchir à... Enfin, il faut qu'il y ait plein de facteurs qui s'associent. Moi, je dirais que le gros bilisme, en général, des jeux comme Skyrim, ça a vécu, quoi. Voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est pas typiquement Lovecraftien. Enfin, en tout cas, c'est aussi l'intention. Oui, je pense qu'il faut qu'à un moment, le protagoniste, il ait un plateau, et puis qu'après, ce soit, selon le jeu, soit qu'il y ait une descente, soit qu'il y ait un plateau, et que pour le niveau du personnage, et que le jeu lui-même devienne plus dur. Par contre, bon, Lovecraft étant qui il est et écrivant ce qu'il est, un truc qui est marrant à faire, c'est de prendre tout le nom des personnages, tous les noms des personnages qu'il y a dans les nouvelles de Lovecraft. Et il y en a les 2/3, ils n'ont pas de nom. C'est le chauffeur, le capitaine, la mère. Il y a même des nouvelles où il n'y a pas de nom de protagoniste du tout. Et il y a une certaine, il y a un certain rejet de l'humain quand même quand on regarde ça. Et c'est vrai que c'est bon pour les gens qui font des jeux qui sont un peu angoissés comme nous, c'est pas mal. Ça nous conforte parce que parler sans arrêt des héros et d'à quel point ils deviennent trop bien et que les épreuves les durcissent comme le sabre d'un samouraï. Ouais. Oui, en tout cas, dans la plupart des jeux, alors 100% Lovecraftien ou inspiré plus ou moins de l'univers de Lovecraft ou du jeu de rôle, c'est quand même une spécificité qui se retrouve. Enfin, c'est le cas dans Sinking City, c'est le cas dans Awakened, c'est le cas dans pas mal de jeux. Cette dégradation au fur et à mesure du jeu du personnage, de ses facultés physiques. Ah oui, si Lovecraft nous permet de faire ça, j'avais pas bien compris la question. Ouais, elle était pas très claire. Non. Oui, évidemment, ouais. Ouais, on s'y attend et quelque part, si on a envie de vivre une histoire comme ça, et surtout, on s'intéresse au comment, parce que c'est comment est-ce qu'on se dégrade, par quoi si on veut voir des gens se dégrader, je pense qu'il suffit de regarder la télé-réalité, hein, ça marche très bien tout seul. Et c'est surtout le comment qui nous intéresse et ce qui est spécifique à Lovecraft et ce qui est peut-être spécifique à Huysmans, c'est plus t'en sais et plus tu souffres, quoi. Donc pour les gens qui aiment bien réfléchir soit autour du savoir ou un peu des connaissances, je pense que ça nous conforte en se disant qu'il y a des fois il y a des trucs qu'on aimerait mieux ne pas savoir, on aurait préféré ne pas les entendre ou ne pas les lire ou pas les voir et on s'en serait pas plus mal porté. Ça je trouve que c'est intéressant et pour le coup c'est même sous une forme de loisir, c'est quelque chose qu'on recherche. Ouais. Ouais. On sent que c'est une mécanique qui a l'air de tous vous faire marrer, même depuis le Ninzeda. Un dernier mot pour nous parler donc, de la production en cours. Ouais. Donc Sinking City 2. Je ne sais pas ce que vous pouvez nous en dire. La date de sortie, par exemple, quelque chose comme ça.
bien essayé. On a compris que c'était pas en même temps que GTA 6. Ok. Et c'est une production qui connaît un beau bordel en général, et qui m'a fait perdre un bon nombre de points de santé mentale au total sur le peu qui me restait. Je- le, le défi est quand même ambitieux puisque là c'est Lovecraft et l'amour. Et, et c'est vrai que dit comme ça c'est facile, après à faire un petit Ouais, peu pour le moins. moment, je vois pas le problème. Un petit peu moins. Déjà, il y a un changement de paradigme. Il y a un changement de paradigme parce que on avait envie de faire un jeu qui était assez resserré dans ses mécaniques et qui n'essaye pas forcément de couvrir de manière aussi ambitieuse que Sinking City One, avec quand même un défaut de delivery à la fin Donc, assez important. C'est pas un open world. C'est pas un open world, c'est un jeu, un survival horror avec une boucle de gameplay de survival horror et où on a essayé de pousser les curseurs qualitatifs parce que c'est ce qu'on a envie de faire là, avec quand même cette espèce de on va dire, il y a plusieurs sous-genres dans le survival horror. Donc, il y a le côté Hollywood avec Resident Evil, où on a un peu des scénarios Raccoon City, voilà. On a l'horreur psychologique comme Silent Hill, où on prend un peu des faits de société et on les amène de manière un peu paroxystique dans un monde horrifique. C'est un peu le cas de Evil Within aussi. Et là, ce qui nous intéressait, c'était de traiter ce core gameplay loop d'horreur dans le cadre d'un setting qui soit Lovecraftien. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y a des cultes, il y a des mecs qui se prennent un peu pour des autres, qui essayent de faire des choses qu'ils ne comprennent pas, ils pensent qu'avec, en allant plus loin dans la connaissance, ils vont pouvoir comprendre et ils vont pouvoir arriver à réaliser quelque chose. Et en général, ils découvrent qu'ils sont un peu des merdes sur des pelles en bois, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très importants et que tout ce qu'ils ont fait, c'est presser un bouton qu'il ne fallait vraiment pas presser. Et le reste ne leur appartient plus. Et ça, c'est un peu la spécificité Lovecraftienne dans le setting. Mais par exemple, on n'a pas de réelle santé mentale, puisque c'est une mécanique qui est très compliquée à mettre en œuvre. Et pour ma part, j'en ai pas d'exemple véritablement réussi dans ce type de jeu. Je pense que le défi pour nous, c'est déjà d'arriver à faire le jeu dans les circonstances actuelles, qui est un jeu qui a accumulé beaucoup de difficultés de production, parce qu'on change de genre, parce que on doit apprendre, utiliser des compétences qui étaient assez incertaines, parce qu'il y a la guerre, et que la production est longue. On veut pousser la qualité pour que cette immersion, elle soit présente. Pour ce jeu, j'ai dû créer une méthode de création de la tension qui est suivie de l'intensité dans la boucle de jeu. Et on fait ça purement d'un point de vue analytique, puis descriptif, et puis après appliqué. Alors là, c'est vraiment comment on fait la saucisse. Et c'est quelque chose que j'avais pas eu à faire depuis un certain temps quand même, sur les jeux qu'on faisait qui étaient assez simples. Et il a fallu quand même bien se vautrer par terre dans l'échec
pour arriver à se dire, mais il va falloir arriver à faire ça. Bon, on verra évidemment quel est le résultat. Il nous reste encore du travail. Et c'est vrai que, en dépit des circonstances, on n'a pas envie de le rusher. Parce qu'on a dû rusher plein de choses dans nos 25 ans, pour tout un tas de raisons. Soit l'argent, soit des Noëls, qui invariablement Ou des Beaujolais nouveaux. voilà, soit des emmerdeurs. Mais là, on n'a pas envie de le rusher, et donc de prendre quand même le temps. Donc, je soupire un peu, mais en vrai, on a le choix. Donc, c'est quand même une chance d'avoir le choix quand on fait encore ces choses-là, quoi. Ok, super. Bah, méga hâte de pouvoir tester ça. Merci beaucoup. Ouais. Merci, Nicolas. Je ne sais pas si on s'autorise quelques questions. Il nous reste 3 minutes. Bonjour et merci pour l'intervention, c'était super intéressant. Moi j'ai une question que tout le monde se pose, je pense, dans la pièce. Vous êtes en Ukraine, c'est un studio ukrainien. Comment ça se fait que vous parlez aussi bien français? Bah, comme vous, je pense, hein, c'est l'école de la République. Voilà, c'est ça, voilà. Et pour rebondir sur ce que Nicolas a demandé, la date de sortie, ok, on ne l'aura pas. Le playtest Steam, il y a une date ou pas? Je crois on organise un... Alors après, je sais qu'on fait des tests pour les backers. Il y a déjà eu des tests. On a déjà fait 3 ou 4 tests. Hein. 3. Pour les backers de Steam? Pour les backers de Kickstarter. Enfin, du Kickstarter? Bah, j'ai pas eu l'accès alors, ok. Bon. Alors, vous réglerez vos comptes après. je vous invite à écrire. On va faire une photo, on va envoyer ça à notre community manager et il n'y aura pas de pression du tout comme ça. Merci beaucoup. Moi, c'est moi. Bonjour, déjà, merci pour l'intervention. Moi, je vais avoir 2 questions. Alors, c'est dans un premier temps, est-ce que Frogware va avoir l'idée de faire un Soul-like un jour? Parce que vu que j'adore les Souls et que Bloodborne a déjà été bien dans l'élément Lovecraftien, est-ce qu'un jour vous aurez peut-être l'idée de faire un genre de jeu comme ça ou pas? Alors, la particularité des Souls-like, c'est qu'il y a du combat et que le combat en soi, c'est un core gameplay pour lequel on a quand même été pas très bon jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire modifier son ADN. Alors, je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut modifier son ADN en buvant du thé ou avec les huiles essentielles, mais en général, c'est quand même une grosse galère. Et est-ce qu'on est intéressé par faire d'autres genres de jeux? Oui, bien sûr. Mais ça veut dire arrêter de travailler avec beaucoup de monde avec lesquels on travaille, trouver des gens qui travaillent, qui ont d'autres expertises, créer une équipe à partir de là. Donc c'est des années en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a un niveau de spécialisation dans les studios de jeux vidéo où une fois qu'on est dans un genre, ben, on y reste. C'est un peu vrai. Donc je ne pense pas que dans cette existence-là, ça arrivera. Désolé. Il y a une deuxième aussi, c'était, j'en reviens sur le fait de s'approprier la carte, comme vous en avez parlé. Et il y a un jeu, pas longtemps, qui est sorti qui s'appelle Elysus, qui s'approprie ce genre de jeu, où en fait, il faut faire attention à son environnement. Et savoir... J'ai pas compris le nom. Elysus. Ah, Elysus, ouais. Et est-ce que vous l'avez fait, du coup, Ben, non. Non, mais j'avais quand même pas mal conscience. Enfin bon, après, Zelda était sorti en 2017, où il y avait, je trouve, une excellente appropriation de l'open world. Moi, j'avais commencé en 2015 et vraiment sur le côté urbain. Je pensais, même si on n'a sûrement pas réussi à faire tout ce qu'on voulait, ou on n'a pas réussi à convaincre
Enfin, on n'a pas réussi, quoi. Je pense que l'appropriation dans le jeu, elle est essentielle. Et donc l'appropriation de l'espace aussi. Je pense que c'est quelque chose d'assez d'universel. Et je suis très content qu'il y ait d'autres studios qui le fassent. On ira piquer leur mécanique un jour. Bonjour. Moi j'avais une question par rapport, j'imagine que vous jouez aussi aux jeux vidéo, en tout cas vous avez dû jouer aux jeux vidéo. Et quels sont vos jeux vidéo de référence qui ont pu en fait inspirer les jeux que vous avez conçus? Ok, là. Monkey Island. Les jeux de référence, pour les jeux d'enquête, non. Moi, quand même, ça a commencé avec du point and click. Donc, non, mais pour l'enquête. Ah. Pour l'enquête, non. Pour le point and click, oui, bien sûr. Et je dirais qu'on faisait, c'est une époque quand même où on réfléchissait pas trop à ce qu'on faisait. On faisait. Je sais, ça a changé. J'espère. Mais une production de jeux vidéo étant, ça va être bête, mais une production de jeux vidéo, c'est un marathon en même temps qu'une course du Tour de France, mais on ne sait vraiment pas quand est-ce qu'elle finit. Ça donne envie. Et enfin, en tout cas, c'est ma triste expérience. Et donc, on a quand même la tête bien dans le guidon. Et je veux dire, c'est pas qu'on ne réfléchit pas parce qu'on est des gros belus, mais c'est qu'on n'a vraiment pas, enfin, en tout cas, dans les équations dans lesquelles on était, on n'avait absolument pas les moyens de faire ça. Et je veux dire, on a créé une société sans stratégie, sans fond, sans support, sans mentor. Bon, et puis on l'a dit, hein, déjà dans un pays où c'était pas exactement le welcome ship entrepreneurial. Je veux dire par là qu'il n'y avait pas d'écosystème ou voilà. Donc on est resté la tête dans le guidon très longtemps. Donc bon, voilà, pour l'enquête, j'ai pas vraiment de jeu de référence. Après, sur énormément de mécaniques, d'interfaces, d'éléments, oui, il y a beaucoup de jeux qui sont influents, même des jeux dans des genres extrêmement différents, parce qu'on trouve qu'ils ont réussi quelque chose. Sur le côté open world, je dirais au moment où on a commencé Sinking City, moi ce qui m'intéressait le plus, c'était le côté jeu de rôle de Call of Cthulhu. C'est-à-dire la possibilité, on a fait plein de prototypes pendant au moins 2 ans, où on voulait avoir une ville avec des cas qu'on pouvait démarrer de manière indépendante, et on était un détective, et on faisait des enquêtes dans la ville, on pouvait les démarrer, les arrêter, les reprendre, chercher, on avait plein de mécaniques, par exemple d'écoute aux portes, de voir des choses qui se passent de loin, des trucs comme ça. Bon, après, quand on essaye de passer à une production, on est obligé d'être délagué, mais d'une manière qui vous pète le cœur à chaque fois. Et c'était surtout l'idée de retranscrire le jeu de rôle et des choix qui en incombent, parce qu'on ne peut pas vraiment retranscrire la partie, on ne peut pas retranscrire la liberté, en tout cas pas à ce moment-là, peut-être que ça arrivera un jour ou bientôt, mais de retranscrire au moins les choix essentiels dans un cas en disant je pense que c'est lui, je pense qu'il faut se le taper comme ça, et c'était le jeu de rôle, c'était pas enfin le jeu de rôle papier quoi, c'était pas les jeux vidéo. Ouais. Mais bon, après quand même, hein, sur tous les graphismes, les directions artistiques, les interfaces, les modes d'interface avec le jeu, il y a énormément de jeux qui sont influents, ouais, bien sûr. On est bon ? Merci. Encore merci à vous. Merci.